Et si la ABA et la NBA n'avaient pas fusionné? Bim, allez, petit sujet d'histoire. On est quel jour? On est lundi, on est Monday, hein, le meilleur jour de la semaine. Le best way of the dick, installez-vous tranquillou. Of the week. Parce que je l'ai jamais dit de cette phrase. J'ai failli la dire, mais je me suis arrêté au milieu. Et limite, elle tourne plus maintenant que The Best Day of the Week. Mais oui, c'est quand même normal. l'original, quoi. Le running gag, l'original, c'est le Best Day of the Week. On s'installe en vous faisant la bise, en espérant que vous avez bien démarré votre semaine. C'est le lundi, et donc sur cette saison 2020-2021 sur Trash Talk, chaque lundi, nous faisons les enquêtes Trash Talk, des grandes questions d'histoire auxquelles on tente de répondre. On a déjà fait plein sur cette chaîne, vous pouvez toutes les voir. Quelques exemples qu'on a pu faire, Gilbert Arenas. Récemment, Gilbert Arenas, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait si la Dream Team avait... la Team USA avait gagné les JO de 88. Et le shoot de Kawhi, on a fait le shoot de Kawhi, la draft de Tim Duncan. Ouais, plein de grosses questions. On récure l'histoire du basket. Exactement, on fait comme d'hab des petits voyages entre ce qui est récent et nettement moins récent. Cette semaine, on est plutôt dans une mood des années 70. J'espère que tu as sorti ton meilleur pas de def. Funk. Hein? Pas de def orange. Orange. Exactement. Un peu foncé, tu sais. Tout à fait. Avec la petite veste en cuir. Ah, dame. Tweed violet. Tweed pourpre violet. La petite veste en cuir façon Shaft. Bien sûr. Gros classique. Évidemment, on est plutôt... Qu'est-ce qu'il fait? Non, tiens, hop. Du coup, on va évidemment vous présenter le programme, comme d'habitude. Tous les lundis, nous avons cette petite enquête. Aujourd'hui, on va parler de ABA et de NBA. Le menu, il ne change pas. Hein. D'abord, on fait le contexte dans une enquête, donc c'est-à-dire qu'on prend tous les éléments. On raconte, on explique comment on en est là, qu'est-ce qui se passe, quels sont les acteurs principaux de cette jolie histoire du jour, quels sont les tenants et les aboutissants, pour essayer de bien comprendre comment on en arrive à la situation donnée, qui est que la NBA et la ABA vont fusionner. Tout à fait. Ensuite, nous faisons la boîte ASF. Elle est juste ici, la boîte à science-fiction dans laquelle on fait des questions dans tous les sens. On fait des allers-retours entre le passé, le présent et le turfu, vu que maintenant on le connaît, le futur, et on se demande, tiens, qu'est-ce qui aurait pu se passer si, ceci, cela, on termine? On termine par noter cette enquête, ce what if, avec une jolie échelle de what if qui va de 0,25 à 4,95. Voilà. Pour le plus grand plaisir de la prod. Voilà, avant de poser la question la plus importante de la semaine, j'en profite quand même pour évidemment reprendre un classique qu'on n'avait pas fait trop cette saison. Toutes nos teams quand même, hein, parce qu'il y en avait à chaque fois dans le top 100 la team Quinoa, hein, qui j'espère va bien, la team Trône, évidemment les gens qui font de la muscu, qui sont dans les transports, je ne sais pas, mais c'est vrai que tous ces gens qui nous envoyaient des messages dans le top 100, j'y pensais l'autre jour, je suis quand même. C'est vrai, la team kebab, tout ça. Tout ça, évidemment. Donc, bien sûr. Justement, magnifique transition, la passe dans le dos, elle est toute vue. Alex, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange déjà? Avant toute chose, tiens, la team italienne. Toi, t'as des comptes à régler? Non, pas du tout. Si, il a dit qu'il coupait ses spaghettis. Ah oui, alors attention, j'ai vu des messages de gens qui coupent leurs spaghettis, donc bon... Chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas à juger, mais ça se fait pas, quoi. C'est les fans, des Kings. Chacun... Bref, et sinon j'ai ma team italienne avec qui j'ai bien discuté cette semaine. Ça a causé spaghetti à la vongole. Donc en fonction du coin de l'Italie, j'ai l'impression que j'ai des variantes. Tout à fait. Dans la vongole, mais donc j'ai appris qu'en gros que vongole c'était un peu toutes les coquilles, hein, donc mettre aussi bien des palourdes que des coques, que des petites moules, j'imagine. C'est ça. Comme ça. Enfin bref, faut tout mettre. Voilà, Cimer, la team italienne. Donc du coup, on va peut-être bouger de pays quand même. On va pas être partout à chaque fois. Quoi. J'irais bien en Espagne du coup. Allez, regarde. Non. Est-ce qu'on se ferait pas une petite paella? Allez. Et on en met les coquilles. On y va. Allez les moules. Le riz, les moules. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans une paella? Crevettes. Des crevettes, bien évidemment. Sûr. Chorizo. Du chorizo, évidemment. Une grande poêle immense. Tout à fait. On fait tout ça, clac, clac, clac. Bien sûr. Et voilà quoi. Ça, c'est beau comme paella, c'est pas... No offense, mais c'est pas le truc le plus compliqué de la terre à cuisiner. C'est peut-être pas le truc le plus simple à réussir. Tout à fait. Mais sur le papier, à cuisiner, c'est pas hyper compliqué. Et waouh, qu'est-ce que c'est bon. Tout à fait. Ceux qui sont espagnols
d'origine dans la commune, ou pas d'ailleurs. Dites-nous vos recettes, si vous en avez. Peut-être qu'il y a des paellas du Nord, je sais pas. Peut-être la team italienne, elle a un truc à dire sur la paella. Hein. Peut-être que les gens du Nord mettent du boursin et du rouilli dedans. On ne sait pas. Moi, je vais partir très simple sur petit salé lentilles. Hein. On va être là-dessus avec 2-3 feuilles de thym. Quoi. Ouais, bien sûr. 2-3 feuilles de thym, des oignons un petit peu. Mon cher Léonce, toi, tu es sur quoi? Des oignons? Ah putain, je mets des échalotes, moi. Mais oui, c'est bon les oignons un peu mais des petits. Ouais, des tout petits en. Des tout petits en boule. Team macro. J'ai envie d'un. Macro, filet d'huile d'olive. Emmanuel? Non, tu mets au four, petit oignon, petite tomate, machin, et puis avec une petite pomme de terre alors. Avec une poireau, très bien. Compotée de poireau. Vous voyez le vocabulaire de ce cher Léon au niveau de la bouffe, c'est extraordinaire. On a fait de la fondue de poireau, on a fait de la compotée de poireau. Bientôt, on aura de la farandole de poireaux, ce sera extraordinaire. Vous pouvez évidemment nous partager toutes vos suggestions culinaires. Rendez-vous dans un autre pays la semaine prochaine. Du coup, maintenant qu'on a fait tout le tour et toute l'intro, on va pouvoir enfin parler de basketball. Allez, basketball, c'est parti. Parce que les palourdes et les crevettes, c'est pas mal, mais la ABA, c'est encore pas n'importe quel basketball. Hein. Tout à fait. Le basketball bleu, blanc, rouge. Exactement, et pas la moindre des crevettes, on va en parler. Julius tient dans ses mains ici. Exactement. Vous savez qu'à chaque fois qu'on commence avec le contexte, on démarre avec une grosse date. Alex, nous sommes en 1967. Création de la ABA, la American Basketball League. Tout à fait, dont on a parlé. La American Basketball Association d'ailleurs, oui, parce qu'il y a eu une ABL. On est dans une période, donc les années 60, où la NBA existe déjà depuis, là, on va dire environ 20 ans. Hein. Tu peux chercher, c'est vers les pages 100 dans ce bel ouvrage que tu as. Oui, tout à fait, je revenais en 1967 sur la création. Tout à fait, création en 67. En gros, la NBA est déjà bien en place, mais bien pas sûr. Non plus aussi dominante qu'elle peut l'être aujourd'hui. Donc, tu as des gens, des investisseurs, des businessmen qui se disent qu'il y a encore de la place à côté de la NBA. Pour avoir de la confiance. Et qui sont parfaitement conscients que ils arriveront peut-être pas à rivaliser complètement avec la NBA, mais qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une absorption de la ABA par la NBA et qu'à ce moment-là, les mecs qui auront investi dans une franchise ABA pourront se faire des bonnes petites baloches bien dorées. Quoi. Bien sûr. Vois, comme on dit, pour être poli. Comme on dit à l'époque, 10 000 balles en 1967, t'en reprends 400 000 ou pas en 1975-76, on verra ce que ça peut donner. En gros, il faut pas se mentir, c'était un peu le pitch des instances ABA de l'époque pour faire venir des investisseurs, c'était de leur dire t'as pas les moyens de t'acheter une franchise NBA aujourd'hui. Par contre, mon pote, tu peux, pour une petite bouchée de pain pas trop chère, tu peux t'acheter une franchise ABA, et quand il y aura la fusion, parce que crois-moi, il y aura une fusion, là, hop, du jour au lendemain, bim. Tout à fait. Ta franchise va avoir une valeur décuplée. Bien sûr. Donc ça, c'est le pitch, en effet, au début, c'est l'initiative de la NBA. Tout à fait. Après, au niveau sportif, évidemment, on parle souvent de NBA ici, ou un peu de ce qui se passe ailleurs, les équipes nationales, etc. Mais il faut savoir que la ABA débarque aussi avec l'intention aussi de donner un coup de jus, un coup de sang neuf dans le basket, qui est jusque-là une discipline. Bon, la NBA est reine, très clairement, mais c'est un jeu un peu chiant, préhistorique, où il n'y a pas non plus le côté excitant qu'il peut y avoir sur les playgrounds, qui se développent aussi, et donc l'envie de la ABA, c'est essayer de tester. Et c'est se distinguer, quoi. Exactement. Et de se tester, de se différencier et voir ce que ça peut donner. Donc, et le donc, spectacle. La ABA, exactement, va être la ligue qui va vouloir créer, avec notamment monsieur George Mikan en commissionneur. Premier commissionneur. Exactement, légende des Minneapolis Lakers. Il va y avoir 2-3 initiatives de la ABA. Pour les plus jeunes qui suivraient Trash Talk depuis quelques temps, sachez que la ligne à 3 points vient notamment... Elle a été testée en premier en ABA. Elle est testée tout à fait en ABA, qu'on a eu du concours de dunk. On a cette balle tricolore assez fun. Évidemment, la balle qui va devenir légendaire dans l'Amérique des années 70. Qu'on a aussi, mine de rien, même si ça peut sembler anecdotique, les halftime shows. C'est-à-dire qu'à l'époque, en NBA, quand c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Donc il y a 2 arbitres qui sont dans le rond central et ça discute. C'est le spectacle. Alors qu'en ABA, tu as les premières pom-pom girls, tu as des halftime shows avec des ours, des chiens, des combats de boxe. Les ancêtres de Red Panda, quoi. Exactement. Hein, tout à fait. Red Panda, pour celles et ceux qui savent pas, c'est la dame qui
qui a des bols et qui les met sur sa tête, qui les lance avec son pied. C'est assez rigolo, surtout qu'en plus elle fait ça sur un monocycle à, genre bien à 2-3 mètres du sol. Hein. Oui, bien sûr. Ça rigole pas quand même. Légende de la NBA, très clairement. Donc il y a à la fois, comme tu le dis, au niveau financier, mais il y a aussi au niveau sportif. La ABA, c'est de faire concurrence à la NBA. C'est-à-dire que le postulat de départ, il est de se dire, de convaincre des investisseurs d'investir dans la ABA plutôt que la NBA en leur disant tu investis là dans la ABA aujourd'hui et tu vas voir, t'inquiète pas, ça va pousser pour une fusion, donc tu vas te retrouver en fait pour pas cher proprio d'une franchise NBA. Et pour que cette opération réussisse, le plan des instances ABA, comme tu viens de le dire, c'était de miser sur de la différenciation, sur le spectacle, sur un truc plus attrayant. Du coup, ils mettaient aussi pas mal de blé pour faire venir des stars. C'est ça. C'est-à-dire que pendant pas mal d'années, t'as des joueurs, je crois que c'est Rick Barry qui fait... Rick Barry, hein. Rick Barry, il fait un peu de NBA, et après il va faire une petite épopée vite fait au début des années 70 en ABA pour le blé, hein, il s'en cache même pas. Hein. Alors pour le blé, il y a aussi le fait que son beau-père est coach de ouais, mais il est mieux payé aussi. Mais bien sûr, il est bien mieux payé. C'est dans les années 60... $500,000, il était payé... Les Oakland Hawks de l'ABA décident donc de créer un véritable pont d'or afin que Rick Barry quitte les Warriors. Donc, à l'époque, la ABA avait les moyens de faire de la concurrence financière à la NBA. C'est ça. Grâce aux investissements. Rick Barry, $30,000 sur la saison NBA. Les Oakland Hawks, ils font tapis $500,000 sur 3 ans pour Rick Barry et 15% de la franchise dans sa possession, en plus de la possibilité de jouer sous un coach qui est également son beau-père. T'es joueur de basket, t'es à l'époque, et sachant, on rappelle qu'à l'époque, comme on a souvent discuté aussi sur cette chaîne, le basket, aujourd'hui tu en vis, et tu en vis tranquille, hein, mais à l'époque, c'est difficile de vivre uniquement du basket. Il y a des légendes du jeu, même John Havlicek par exemple, qui racontait que tu joues toute la saison NBA, et pendant l'été, il était représentant commercial. Bien sûr. Non, mais cette concurrence entre la ABA et la NBA va être à l'origine de beaucoup de choses pour les joueurs, notamment du fait que, comme il y a de la concurrence, ils ont la possibilité d'avoir des offres meilleures déjà au niveau pognon, hein, ça c'est clair. C'est ça, tout à fait. Nous avons aussi, dans ces innovations que tu mentionnes par rapport à la NBA, le fait que jusque-là, la NBA ne veut pas trop avoir des jeunes trop jeunes. La ABA dit, t'as 18 ans, et tu penses vraiment au cash là, et t'as peur que tu puisses te blesser, etc. Viens tout de suite Spencer Haywood, viens tout de suite Moses Malone, venez les garçons, les copains là, les jeuneaux, plutôt que d'essayer de trimer à la draft, NBA, et essayer d'avoir un petit salaire, en ABA tu prends ton tarot dès la sortie du lycée. Aujourd'hui, on en a vu des lycéens, et peut-être que la NBA va reprendre cette règle par la suite, mais on a eu tout un afflux, les Kobe, les LeBron, les Kevin Garnett, Jermaine O'Neal, T-Mac, tout ça c'est venu à la base, notamment de la NBA. Ah mais complètement. Et du coup, cette espèce de mélange, de mix proposé par la ABA va assez bien fonctionner pendant 1 ou 2 ou 3 ans avec une jolie hype et tout, et avec de véritables stars qui vont émerger de ça. Je veux dire, George Gervin, t'as cité Moses Malone, Julius Erving, quoi. Enfin, genre des stars vraiment énormes. Danny Sell. Ce qui fait que ce push, parce qu'on peut pas dire que le business model, par contre, de la NBA fonctionnait de ouf. De la NBA ? De la ABA. De la ABA, oui. De la ABA fonctionnait de ouf, c'est-à-dire que ça avait beaucoup investi, mais derrière, c'est bien de beaucoup investir et puis de payer bien les joueurs et tout, mais comment tu finances tout ça sur les années et tout, les locations de salles et tout, donc ça se complique assez vite pour eux, mine de rien. Ouais, bien sûr. Donc ça pousse fort pour une fusion qui est le moyen de se sortir de ce genre d'affaires. Bien sûr. Et à moins que tu aies d'autres choses à dire, mais en 70, tu vois, on passe de 67 à 70, les propriétaires, le board des propriétaires de la NBA vote la fusion. C'est ça. Accepte la fusion, la vote. Donc après, évidemment, ça va prendre quelques temps pour que ça ait lieu, mais juste pour compléter là ce que tu disais vis-à-vis des soucis financiers, c'est que comme on le voit, on a vu souvent des images de salles de ABA qui sont vides, parce que c'est une galère. Faut pas oublier aussi le contexte social de l'époque, c'est qu'on est dans une Amérique dans les années 70, où au niveau... fin 60. Exactement, fin 60, début 70. Fin 60, début 70. On rappelle qu'en 68, Martin Luther King est assassiné, qu'on a aussi des gros mouvements civiques dans les années 60, qu'on a encore des lois de ségrégation qui sont implantées, et donc
l'image de la ABA, c'est aussi, bienvenue dans le début des années 70, une ligue à majorité noire par rapport à la NBA vue très blanche, où les stars sont notamment, même si on a Bill Russell, même si on a Will Chamberlain, même si on a Elgin Baylor, on a aussi quand même Jerry West, Bob Cousy, Dave Cowens, John Havlicek, etc. Et la ABA est vue, comme vous pouvez le voir sur la photo, afro-renois, et donc par rapport à cette Amérique puritaine, compliqué de consommer ce produit-là parce qu'ils ont l'impression que c'est du basket dangereux de playground. Donc ça les aide pas, ils ont du mal à faire tourner leur business. C'est pour ça que ça push vers une fusion, parce que c'est quand même le cœur de notre tout à fait, comme tu disais, 70 c'est voté. En 70, les proprios de la NBA votent cette fusion. Tout le monde croit que c'est bon. Mince. Les proprios ABA, ça commence à sabrer le champagne et tout le monde commence à kiffer. Sauf que il y en a un, enfin pas, il est pas tout seul, hein, mais il y en a un qui voit pas du tout les choses sous cet œil-là, c'est monsieur Oscar Robertson. Bien sûr. Pas du tout. Qui à l'époque est le président de l'association des joueurs et qui va lancer un procès pour empêcher le fait que cette fusion soit réalisée, soit vraiment effectuée. Il va s'appuyer sur pas mal de faits et il va notamment expliquer qu'au niveau des droits des joueurs et de faire jouer la concurrence et tout, c'était quand même vraiment une grosse perte pour les joueurs. Ils vont avoir plusieurs arguments. Le procès va durer pas mal d'années. Dès le début, dans les années 70, genre le procès, il doit être, je connais pas les mois exacts, il faudrait regarder dans le gros livre orange là pour avoir les dates exactes, mais en gros, dis-moi. Fusion ratifiée, procès, un juge dont je me rappelle pas de nom, un tribunal Tenay, ouais, c'est ça, dit bah non, votre fusion elle peut pas se faire, et du coup ça va en appel, ça discute, ça monte même jusqu'au congressman là, jusqu'aux députés et tout ça. Sûr. Mais rien n'y fait. Ils arriveront pas à se mettre d'accord avant 76 février 76, ouais. Où là en fait, et c'est là qu'on y vient sur des trucs très intéressants, c'est que la fusion va être acceptée par le syndicat des joueurs, par l'association des joueurs qui va accepter de retirer sa plainte et de laisser la fusion se faire, à condition d'obtenir certains nouveaux avantages pour les joueurs. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette histoire de fusion entre la ABA et la NBA, il y a le côté business, tout, on va en parler et tout ça, mais il y a aussi le côté genre, ça marque une grosse avancée au niveau du droit des joueurs. C'est-à-dire que avant ça, en NBA, avant 76, en NBA, les joueurs, ils étaient liés ad vitam aeternam avec la franchise qui les avait draftés. Pas de free agency à l'époque. Et l'un des gros trucs que l'association des joueurs va obtenir, c'est le fait qu'à la fin de leur contrat rookie, les joueurs puissent avoir un choix. En gros, le concept qu'on connaît aujourd'hui d'agent libre restreint, il naît à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Il naît en 76. Grâce au c'est fight. Pas rien, quoi. Bien sûr. Grâce au fight. C'est un gros truc. Grâce au fight, tout à fait, de Oscar Robertson. D'ailleurs, on en avait parlé, si je dis pas de bêtises, dans une enquête d'un certain David Stern, qui commence aussi à faire ses bases du côté de la NBA. Il représente la NBA dans cette Tout histoire. à fait, il représente la NBA, donc David Stern qui fait ses bases avant de devenir plus tard le commissionneur. Tu parlais du gros livre orange, pour ceux qui veulent le savoir, il y a une magnifique double page sur justement la fusion ABA-NBA avec plein d'histoires là-dessus. C'est vrai que c'est une affaire qui est un peu houleuse parce qu'en plus ça rentre limite dans les histoires de sociétés américaines, c'est-à-dire que aujourd'hui la NBA c'est safe, il n'y a pas trop de trucs houleux, hormis des histoires parfois avec, comme on a pu voir la Chine ou autre, ou des histoires justement de justice sociale comme on a pu voir en 2020, mais là à l'époque c'est un sujet dont on discute même dans les cafés, c'est-à-dire mais attends, la NBA, ils sont pas sexy, ils essayent de s'en sortir, ils ont cette image un peu préhistorique, pas très cool, les audiences sont pas top non plus. La ABA a l'air sexy, mais en même temps, il y a plein de consommateurs fidèles qui sont plutôt en mode attention, ça me fait peur parce qu'il y a beaucoup de Renois, etc. Et du coup, ça, dans cette Amérique à ce moment précis, la fusion, en fait, c'est plus qu'une histoire de geek de basket. Comme tu le dis, il y a des évolutions réelles au niveau des droits des joueurs, au niveau salarial, mais c'est aussi quelque chose qui, dans le monde du sport, aux États-Unis, chamboule plusieurs piliers qu'il y avait jusque-là. Ah non, mais clairement, non, c'est des gros caps qui sont passés. Et matériellement parlant, quand on arrive en 76, il reste plus que 6 ou 7 équipes en ABA, pardon. Oui. Puisque ça allait quand même mal financièrement, donc ça tombe comme des mouches.
Et parmi les 6 équipes, la NBA, pour accepter la fusion avec les conditions imposées par l'association des joueurs, va donner des conditions drastiques aux franchises ABA. C'est-à-dire que sur les 6 dernières qui restent, tiens, assieds-toi là. Les Saint-Louis Spirit et les Spirits, les Colonels et les Squires. Les Spirit, les Kentucky Colonels et les Virginia Squires vont être recalés, et les 4 franchises qui vont intégrer la NBA sont les New York Nets, les San Antonio Spurs, les Denver Nuggets et les Indiana Pacers. Exactement. Les conditions sont détaillées dans le gros livre orange, mais en gros, on va vous la faire courte. Ça leur coûte un bras, et puis ils peuvent pas drafter pendant je sais pas combien de temps. Et ils se font et les meilleurs joueurs des Virginia Squires, des Kentucky Colonels et des Saint Louis Spirits vont être répartis dans les autres équipes. Genre les mecs sont là genre Moses Malone, ça Moses Malone, tiens je vais prendre Moses Malone. C'est quand même assez pratique. Ouais, je crois qu'il y a même c'est Artis Gilmore, je crois, qui est chez les Kentucky Colonels. Ou tiens, tu vas venir à Chicago. À Chicago, ouais. Tiens, voilà. Donc ils appellent ça la draft de dispersion. Pour disperser les joueurs des équipes qui ne viendront pas en NBA. Qu'on appelle aussi la draft de carotte. La carotte draft. C'est ça. On se croit en TTFL. Là. Exactement. Et financièrement, ça coûte très très cher. Il y a l'anecdote notamment qui est quand même des New York Nets avec Julius Erving quand même, on peut la raconter en 2 mots. Les New York Nets sont dans la merde financièrement parce que non seulement ils doivent payer tout un tas de trucs, je crois qu'il y en a pour plus de 3 millions pour rentrer en NBA, mais en plus comme les New York Nets, donc par définition sont une franchise de New York, et qu'en NBA il y a déjà une franchise à New York qui s'appelle les Knicks, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Nets doivent payer en plus une sorte de droit d'utilisation du territoire des Knicks. Je schématise un peu, mais non, mais c'est ça. C'est ça. Et donc c'est 4 millions de dollars de plus, ce qui est énorme à l'époque dans les budgets des franchises. C'est vrai qu'avec les sommes qu'on voit circuler aujourd'hui, on se dit ouais non, pour l'époque c'est énorme. Et donc le propriétaire des Nets, pour financer cette nouvelle dépense, il peut pas comme ça trouver le fric, donc il propose aux Knicks de leur dire bon, je vous paye pas les 4 millions, mais je vous file Julius Erving. Bon, les Knicks vont pas vouloir. Voilà. Donc en fait, Julius Erving, mon cher Léon. Julius Erving, qui est né à New York, qui est un New-Yorkais, pure souche, il aurait pu faire sa carrière NBA chez les Knicks, au Madison Square Garden, mais les Knicks ont fait non. Alors. Ça c'est pour la dédicace. Pardon, celle-là quand même elle est belle. Et il sera vendu pas cher aux Sixers. Vas-y, excuse-moi. Non, pas de souci. Les détails que tu disais là, juste pour ceux qui veulent les chiffres, c'est 3,2 millions de dollars versés à la NBA pour chaque franchise. Chaque franchise verse 3 millions d'euros à la NBA, ouais. Aucun droit TV lors de leurs 3 premières saisons. Pas de voix VOX pour influencer sur certains grands sujets. Tous les joueurs de 2 franchises amenés à disparaître seront disponibles via donc la draft de dispersion. Artis Gilmore et Moses Malone ne pourront aller dans une de ces 4 nouvelles franchises. Interdiction de participer à la draft 1976, ça c'est sympa. Et donc, comme tu le disais, c'est 4,8 millions de dollars, les New York Knicks. Les Nets en plus, qu'ils ont à payer en plus pour les Knicks. Voilà. Donc c'est vraiment, tu te fais... Il y a toutes ces histoires qui sont marrantes, mais il faut comprendre aussi qu'à l'époque, les mecs se font dilapider. C'est terrible. C'est celui des Pacers qui expliquera qu'ils ont mis 15 ans à s'en remettre, en fait. Mais de toute franchise, bien sûr. Et d'ailleurs, les Pacers, on le parle aussi dans le bouquin, vont faire carrément un téléthon à la fin des années 70 pour essayer de maintenir la franchise. Ouais. Je veux dire, c'est tellement... Il y a une espèce de vampirisme de la NBA, mais en même temps, ils ont cette marque, ils ont ces stars... Et aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque... C'est une grosse expansion en fait. Bien sûr. Tu rajoutes 4 franchises dans une NBA qui doit en comporter 17-18 à l'époque. Ah oui, bien sûr. Donc c'est une grosse expansion en fait. C'est ça. Et pour la crédibilité du basket, bon, la ABA n'arrive pas à concurrencer la NBA parce que tu vas dans n'importe quel terrain, les gens vont quand même encore considérer que Bill Russell, c'est quand même le GOAT à l'époque, avec Will Chamberlain, avec Elgin Baylor, avec Oscar Robertson, et que ces gars ne prennent pas au sérieux la NBA. D'ailleurs, il y a Red Auerbach et toute une clique aussi de NBA, de légendes NBA, qui vont être les premiers publiquement à avoir des prises de position qui sont très sévères vis-à-vis de la NBA pour dire c'est pas du basketball, c'est l'enfer total, le basketball, ce sont les fondamentaux, etc. Il n'empêche qu'au milieu de tout ça, tu as quand même par exemple le Dunk Contest, le tout premier qui a lieu en ABA. On est en quelle année ? 76. Bon.
Et ben aujourd'hui, juste avant que ça se finisse en fait. Aujourd'hui, même si certains se tapent des barres en regardant Obi Toppin et en Fernie Simons essayer de galérer avec Cassius Stanley en plein samedi soir, c'est quand même devenu un des événements les plus populaires de l'histoire et c'est peut-être une des plus grosses plateformes pour le basket. C'était avant-gardiste. Complètement. C'était avant-gardiste. Et puis il y a autre chose, c'est vrai que les vieux de la vieille de la NBA, là que tu as cité, les Red Auerbach et compagnie, critiquaient la ABA. Mais il y avait aussi tout un mouvement, notamment dans les médias, notamment Dave Anderson du New York Times, qui était très puissant à l'époque, bien sûr, qui disait quand même, qui faisait que la NBA voulait absolument absorber la ABA, parce que Dave Anderson, un jour, il a quand même dit, j'ai pas la citation exacte, mais en gros, il a quand même dit du genre comment la NBA peut prétendre être la plus grande ligue de basket alors qu'elle a même pas les plus grands joueurs qui jouent dans sa ligue. Il faisait allusion à George Gervin, à Julius Erving, à Moses Malone, bien évidemment, qui donc étaient des joueurs de ABA. Et ça a beaucoup joué aussi dans la volonté des propriétaires de NBA de fusionner et d'absorber cette ligue qui, même petite, leur faisait un peu trop d'ombre, en fait. Donc voilà, donc ils ont absorbé, ils ont pris les meilleurs joueurs, ils ont pris les idées. Au calme. Au calme, hein. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y avait certaines idées qu'on connaît aujourd'hui dans la NBA qu'on n'aurait peut-être jamais vues parce qu'on aurait peut-être toujours 2 ligues en compétition. Exactement. On aurait pu avoir 2 ligues professionnelles avec deux manières de voir les choses totalement différentes. Et justement, on a plein de questions qu'on va peut-être pouvoir se poser tout de suite dans la boîte à SF. La boîte à SF, la boîte à science-fiction. Small forward, Julius Erving. Tout à fait. Ça marche. On va pouvoir se poser plein de questions. Dans cette section, vous le savez, ou pour ceux qui débarquent, eh bien on va vous l'expliquer. C'est tout simple. Maintenant qu'on a expliqué tout le contexte, et encore on aurait pu dire encore plein de choses parce que la ABA est assez fascinante, dans une décennie en plus qui est assez incroyable dans l'histoire du basket et des États-Unis. On se pose des questions, on connaît le turfu, et on se renvoie un peu la baballe. N'hésitez pas si vous avez vous aussi des questions. Toi, Alex, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Est-ce qu'on aurait vraiment pu avoir 2 ligues côte à côte ? C'est-à-dire aucune des deux qui deviennent aussi grandes et aussi puissantes pour le basket, c'est-à-dire la NBA est quand même, du coup, à partir de 76, de cette fusion et de cette absorption, avec 4 nouvelles franchises. Je veux dire, on parle des Spurs, des Nuggets, des Pacers et des Nets. Ça va quand même. Genre, c'est des franchises qui aujourd'hui ont beaucoup de fans, qui sont historiques. Est-ce que sans ça, avec 2 ligues qui cohabitent, est-ce que la NBA aurait pu devenir aussi puissante ? Moi, je pense que non. Je pense qu'ils ont très bien fait d'absorber de la manière qu'ils ont fait. Mais donc, c'est quoi ? On aurait eu 2 ligues côte à côte ? Des ligues concurrentes ? Est-ce qu'il y a d'autres sports où ça existe, ça ? En tout cas, américain compliqué. Parce que c'est sûr que moi j'ai envie, là, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire qu'il y en aurait une qui aurait forcément bouffé l'autre à un moment donné. Je pense, hein. C'est sûr. Je pense. C'est sûr. Je pense que c'est assez inévitable. Le bon côté des choses, c'est que ça a permis à la NBA de grandir et de se diversifier, de ramener des stars, de ramener des nouvelles franchises dans des nouvelles villes et donc de grossir. Et que indirectement, je pense qu'en 76, on a là les bases de la NBA moderne que David Stern va construire ensuite. Tout à fait. Donc, pour le basket en tant que sport, je pense que c'était plutôt pas mal. Ah bah bien sûr, moi c'est justement la question que j'allais poser tout de suite et c'est celle qui limite m'a empêché de dormir hier, c'est est-ce qu'on aurait le même sport et est-ce qu'on aurait la même NBA ? C'est-à-dire que dans le sport, si ça n'avait pas fusionné ? S'il n'y avait pas eu de fusion, je pense qu'avec l'évolution évidemment de la culture playground, avec ce qui se voyait et toutes les choses qu'il y avait autour de ces stars de ABA et ce jeu spectaculaire, on aurait eu certainement une belle émergence du concours de dunk ABA, mais est-ce qu'on aurait une ligne à 3 points NBA ? Peut-être un peu plus tard. En tout cas, ça vient de ABA. Est-ce qu'on aurait ce même package en fait de la NBA qu'on connaît aujourd'hui, qui est du shoot à 3 points, du dunk, des shows de dingue à mi-temps, et surtout, et ça je pense que c'est le plus gros point qui va au-delà du jeu et qui représente beaucoup la ABA, c'est la starification. Ça n'existe quasiment pas avec la NBA avant. Il y en a un petit peu avec Bill Russell, avec Will Chamberlain, etc. Mais lui là. Ah, la starification des joueurs. La starification des joueurs. Et le fait de faire de ces joueurs des emblèmes
auprès desquels les plus jeunes peuvent s'identifier. Des produits culturels, marketing. Et des produits culturels, exactement. Est-ce que, quand tu vois le modèle de David Stern, qu'il va ensuite développer avec la NBA, est-ce que en fait ça aurait pu avoir lieu si Julius Erving n'avait pas mis un seul orteil en NBA ? Non, c'est possible que non. Parce que derrière, le modèle Michael Jordan, il découle aussi de ça. D'ailleurs, dans cette lignée-là, est-ce que les joueurs, ils auraient autant de pouvoir ? Ah bah si ils n'avaient pas pu, par l'intermédiaire de leur association et d'Oscar Robertson, négocier tout ce qu'ils ont pu négocier au moment de la fusion. C'est quand même un sacré bon début. Hein. Ah bien sûr, bien sûr. C'était pas le début, il y avait eu des choses avant. Oui. Mais c'est un gros cap. En termes de free agency et de droits des joueurs, c'est sûr. Tu peux pas regarder cette fusion. Il n'y a pas The Decision. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas The Decision. Ça se trouve, il n'y a pas KD, The Players Tribune, etc. Après, on le sait, il y a eu beaucoup de décennies qui sont passées, donc il y aura eu certainement des mouvements de... Mais ce serait passé des trucs quand même. Tout à fait. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait un point de départ. Ouais, bien sûr. Là, je trouve que non, mais bien sûr, Oscar Robertson lawsuit, où le mec s'appuie sur le fait qu'il veut empêcher une fusion, mais son objectif, c'est pas complètement d'empêcher la fusion. Son objectif, c'est de négocier des choses en faveur des joueurs et de leurs droits au moment de cette fusion. Tout à fait. Ah non, mais c'est... Sur la free agency, c'est sûr, c'est un impact énorme. Et quelque part, c'est pareil sur tous les autres gros éléments, donc la draft, c'est-à-dire que, est-ce que, en fait, Kobe, il fait une année à UCLA ? Est-ce que, en fait, Kevin Garnett, il a fait Duke ? Est-ce que LeBron, en fait, il a fait une petite année à Ohio State, c'était pas mal. Je crois qu'ils ont perdu en demi-finale, en 2002-2003, parce que, quand la NBA débarque avec ses idées d'avoir uniquement des lycéens, c'est quelque chose qui est repris ensuite par la NBA. Et ils étaient hyper réticents vis-à-vis de ça, mais quand ils ont vu ce que ça pouvait avoir comme impact, parce que du coup, t'as quand même quelques années de prime de plus, des Kobe, des LeBron, etc. Bien sûr. Ces gamins-là, si ça se trouve, t'aurais peut-être des numéros différents dans certains plafonds d'université, quoi. Ouais. Peut-être qu'en fait, North Carolina, le meilleur joueur de l'histoire, c'est peut-être pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est clair. Ça fait des sacrés trucs. Plus petite question, mais est-ce qu'on aurait eu le plus grand deal de l'histoire du sport ? L'un des plus grands deals de l'histoire du sport. Les frères Silna. Pas sûr. Hein. Encore des mecs qui ont, entre guillemets, bien sûr, eu du nez et profité de cette fusion. Ces deux frères, c'est les proprios des Saint-Louis Spirits et qui faisaient donc partie des franchises qui étaient amenées à disparaître et les franchises ont été indemnisées. 3-4 millions de dollars, on leur a proposé. Eux, ils ont fait non, on veut pas de vos 3-4 millions, là, on veut pas l'aumône, entre guillemets. On veut un pourcentage à venir sur les droits télé des 4 franchises qui intègrent la NBA. Et c'est un deal qui a été accepté donc sur les Spurs, les Nets, les Pacers et les Nuggets, mais qui n'a pas été limité dans le temps. Ce qui fait qu'au début, les mecs, ils prenaient la pièce, vite fait. T'as les chiffres sous les yeux ? Les frères Silna négocient et obtiennent un bien meilleur deal, puisque tu en parlais, 2,2 millions de dollars pour les joueurs perdus lors de la draft de la dispersion, mais surtout 1/7 des revenus des droits TV, beaucoup, hein, c'est 15%. Des 4 nouvelles franchises NBA pour, entre guillemets, aussi longtemps que la NBA ou ses successeurs continueront à exister. Comme décrit dans le contrat. Pour toujours, en somme, car dès juin 1976, les Pacers, Nets, Spurs et Nuggets, il y a 2-3 audiences, se mettent à reverser 1/7 de tous les droits TV qui touchent aux deux frères. Ouais. Donc au début, c'est pas des très grosses sommes, par contre, je vous cache pas qu'à partir des années 2000... ça commence à palper fort. En 2014, sachant qu'un des plus gros deals de droits TV finira par tomber à l'intersaison 2016, la NBA tient à mettre fin à ce contrat qui avait déjà rapporté 300 millions de dollars aux frères Silna. La Ligue leur signera un chèque avoisinant les 500 millions de dollars, 300 plus 500, les mecs, ils ont pris 800 millions, ça valait le coup de refuser 3,3 millions en 1976. Tu m'étonnes. Hey, il y en a qui ont du nez, hein. Là, c'est Team Néfin, là. Là, la Team Néfin, ils sont comme ça, ils regardent, ils font OK. Les mecs vont faire des photos des frères Silna, ils vont les accrocher partout. Hein. Tu connais TikTok ? Ouais. Non, mais c'est ça. Toi, j'ai gardé mes parts, je pense. C'est impressionnant. Donc, il n'y aurait pas eu ce genre d'anecdote. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment pour l'anecdote. Hein. Non, mais les frères Silna, s'il n'y avait pas eu de fusion, ils n'auraient pas eu ce genre d'opportunité. Pour en revenir à la global, à la grande picture, comme on dit, à la big picture, ouais, on aurait peut-être pu avoir une NBA sans Nets, sans Spurs, sans Nuggets et sans Pacers. Oh, c'est pas des petites franchises. Hein, on parle des Spurs de Tony et Duncan, de David Robinson. On parle des Nets de Randy Foy. On parle des Pacers de Reggie Miller. Non mais quand même, les Nuggets, Melo.
Antonio McDyess. C'est des franchises historiques. Ah bah aujourd'hui, ouais, c'est des franchises qui sont là depuis bientôt 45 ans, quoi. Donc oui, bien sûr, ce sont des franchises historiques. Si ça se trouve, il n'y a pas leur histoire dans la NBA, quoi. Et du coup, l'histoire de la NBA est quand même tout de suite beaucoup moins riche. Tout de suite. Non, bien sûr. Je t'avoue que c'est le volet, bizarrement, par rapport à d'autres enquêtes, je t'avoue que c'est, parce que Dieu sait si on a creusé tout dans le bouquin, c'est le volet social autour de cette fusion qui me marque le plus. Parce sur les droits des joueurs ? Sur les droits des joueurs et sur la vision que se font les gens sur les superstars. C'est-à-dire que vraiment, quand tu regardes les témoignages des Jordan, Magic Johnson et autres, qui disent qu'en fait, d'avoir pour la première fois un Julius Erving sur une boîte de Cereal Wheaties, ou d'être, lui, l'emblème d'une marque de fringues ou de bouffe, ce qui était inconcevable, il faut se dire à l'époque, dans les années 70, d'être un athlète noir et d'être l'égérie d'une marque. Oui. Et ça, c'est quand même énorme. C'est énorme d'un point de vue social. Et puis, il y a eu de la validation aussi, puisque Julius, il dominait, c'est même plus dominé à ce niveau-là, mais il écrabouillait la ABA, clairement. Et quand il arrive en NBA, ça va, quoi. Ça est très sérieux, quoi. Genre, bien les sûr. Knicks, ils sont là, regardent les Sixers jouer, ils font merde. Mince. Tiens, non, mais bien sûr. Vous pouvez la voir, en fait. Non, mais c'est marrant que tu fasses cette transition. D'ailleurs, c'est marrant que tu fasses cette transition parce que les finales que tout le monde, que les fans de Portland chérissent tous les ans, les finales de 77 entre les Blazers et les Nets, justement, pour ceux qui veulent aller voir. On est limite sur quelque chose de... les Blazers et les Sixers. Les Blazers et les Sixers, pardon. Ouais. On est sur limite quelque chose de biblique, parce qu'il y a les Blazers, Bill Walton, le jeu, les fondamentaux, soutenus par tous les joueurs de NBA, et les Sixers, Daryl Dawkins... Joe Bryant, le papa de Kobe. Joe Bryant, monsieur... c'est Julius, tout à fait. Et ils se disent, c'est la rue... McGuinness aussi, je crois. Tout à fait, George McGuinness. C'est la rue versus l'école. Ouais. En tout cas, c'est d'image. Et quant à la victoire des Blazers, c'est ce qui fait aussi que le titre de 77 est souvent représenté comme un des plus grands titres de l'histoire de l'NBA, parce qu'il y a quelque chose de très symbolique à l'époque. Et puis c'est le premier avec les franchises de la fusion aussi. Exactement. C'est le premier. Donc oui, bien sûr, oui, tout à fait, il est hyper important. Plein de questions, évidemment, vous pouvez aussi en poser et surtout vous renseigner sur la ABA. Moi, je t'avoue que c'est toujours un plaisir d'en parler. C'est une de mes ligues coup de cœur enfin, en tout cas, un des éléments coup de cœur dans l'histoire de la NBA. On va devoir noter tout ça, je pense. On va mettre une petite note. C'est l'heure de l'échelle du what if. L'échelle du what if. 1 ou moins. C'est vraiment pas... les conséquences sont vite fait. L'enquête est pas top. Et ça peut aller jusqu'à 5, où là, évidemment, on est sur du Dream Team 92, tout ça, quoi. Hein. Du Karim Abdul-Jabbar à Phoenix. La grosse influence. Ça, c'est 12. Ça, c'est de l'histoire. Ouais. Le conflip. Tout à fait. On aurait même pu parler de Julius Erving au Atlanta Hawks, mais ça, on ne s'en occupera pas. Putain. Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vous avez pas voulu. Bref, on va devoir noter tout ça. Vous connaissez le barème, Alex. The floor is yours, maestro. C'est quoi ta note ? Pas si simple à noter. Hein ? Pas facile à noter. Ah ouais ? Compliqué à noter. Compliqué à noter, on va dire. Oui, parce que tout à l'heure, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que autant il y a des choses absolument incroyables qui se sont passées, des choses, des vrais tournants, autant on a cette espèce de sensation que ça serait arrivé. Si ça n'avait pas été là, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est pas genre l'événement, il s'est passé, mais ça se trouve, je sais pas comment dire. C'est pas un 5 pour moi. Non, moi c'est pas un 5. Moi c'est un 3,5. Ouais. C'est-à-dire que c'est très important. C'est un vrai tournant. Et comme on vient de le décrire, il y a des joueurs qui intègrent à cette occasion la NBA, qui sont des joueurs mythiques. On parle juste Erving, mais Moses Malone quand même, pardon, mais c'est quand même pas rien non plus, quoi. Même George Gervin, c'est un petit peu sérieux. Des franchises également, donc c'est important. Moi, ce qui me fait mettre le 3,5, c'est surtout la Oscar Robertson lawsuit qui permet d'enclencher des vraies nouveautés bénéfiques aux droits des joueurs. Qui vont être exploités, améliorés et travaillés de plus en plus au fil du temps, c'est normal. Et tout ne part pas de là. Il y avait déjà des petites bases qui avaient été posées avant. L'association des joueurs, elle existait déjà. Je crois que c'est Bob Cousy, le premier président. Enfin, bref, je crois. Oui, et après Tom Heinsohn. Ouais, c'est ça, je crois. Bref, donc ça existait déjà en NBA. Donc ils n'ont pas
tout n'a pas été créé à ce moment-là. Par contre, c'est un vrai tournant à ce moment-là que j'ai envie de marquer avec, oui, voilà, un 3,5, ça me paraît bien. J'allais mettre 3,80, mais bon, après, allez, donc je mets 3,5. C'est bien 3,5. Quoi, non, Super. Toi, tu mets 5, Bastien? Tu peux mettre 5 étoiles pour Bibi. Ah ouais, d'accord. Parce que je sais que c'est pas forcément le sujet le plus sexy par rapport à d'autres grosses questions qu'on a pu se poser. C'est pas une histoire de sexy, hein. Non, mais je te dis, je pense que par exemple, quand on voit le sujet, certains peuvent se dire, oui, bon, une fusion. Oui, une fusion hack, une fusac, pour essayer de voir ce que ça donne. Mais pourtant, les conséquences sont tellement énormes. En fait, je me demande vraiment ce qui se serait passé si ça n'avait pas eu lieu, et je me retrouve devant un monde qui, pour moi, est totalement différent de celui qu'on connaît, en fait. Que ce soit sur les éléments de free agency, où je pense en effet ils auraient pu avoir lieu par la suite, mais comme j'en parlais juste avant là dans la boîte ASF, sur la façon dont on voit les joueurs et dont la NBA a fait son business aussi. C'est-à-dire que la NBA, je pense, n'est même pas le même business s'il n'y a pas... Ah ben non, c'est les premières bases. Hein. Ce sont les bases d'un business qui va devenir une des plus grandes entreprises. Compétition, entendez-moi bien, mais du monde. Je veux dire, la NBA aujourd'hui est une marque qui a en effet des bases importantes dans les années 40 et 50, mais dont le modèle économique connaît un vrai virage avec cette fusion, dans le jeu, dans la manière dont le business se développe. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait jamais eu de Julius Erving en NBA? Donc, ça veut dire que pour toi, c'est au même niveau que David Stern, par exemple? Que tu sais, on avait fait l'enquête sur David Stern. Ouais. Pour toi, c'est au même niveau. Ah, moi, pour moi, c'est au même niveau. Non, pour moi, en fait. Pas pour moi. Non, mais bien sûr. Moi, je pense que souvent, on se dit, oui, bon, la ABA, c'était un peu. Tu vois, je trouve que parfois, il y a un peu cette image un peu de. Non, oui, c'est le cirque, c'est un peu clown, etc. Donc, il y a un côté un peu fun, genre, oui, bon, ok, la ABA, ils étaient drôles, il y avait en effet des halftime shows, etc. Mais en fait, quand tu consommes de la NBA aujourd'hui, quand tu regardes de la NBA aujourd'hui, c'est impossible de ne pas voir de la ABA. Il y a des shoots à 3 points dans tous les sens. Les premières équipes à avoir run and gun, quand on a eu la dynastie Warriors, là, au milieu de la décennie 2010, il y a eu combien de petites références et de petits papiers qui ont été remis justement sur les années 70 avec ces Warriors-là, avec d'autres équipes, qui étaient dans du run and gun, qui shootaient en transition à 3 points, alors qu'il y avait... Les Warriors, ils étaient en NBA. Oui, non, les Warriors de NBA et en effet l'impact du jeu ABA sur la NBA. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quand tu vois George Gervin, il dit « Mec, nous on était en ABA avec David Thompson, on shootait, on mettait des 33 points dans un carton, il avait le record avant que Melo et Klay Thompson fassent les dingueries. » Ils ont triché, il a dit, George Gervin. Bon. Il a dit que bon, tout à fait. Que ça valait rien. Mais il n'empêche que derrière tu vois l'impact qu'ont ces gars sur la NBA. Non mais l'impact, attends, il est réel, hein, je ne nie pas cet impact. Hein. Et je dois avouer que c'est un 5 parce que... Faut pas mettre 5 à toutes les enquêtes, quoi. À un moment donné, mais tu sais, faut que je trie, moi. Je comprends. Donc moi c'est 3,5. Et pour Bibi ce sera 5 étoiles. Ouais, okay, donc dites-nous quelle est votre note évidemment sur cette enquête Trash Talk et si la ABA et la NBA n'avaient pas fusionné. Vous pouvez retrouver évidemment pas mal d'informations dans ce grand bouquin orange. Dans les années 70, on raconte plein de choses. Difficile de ne pas mentionner, évidemment, regardez ce monsieur comme il est beau, monsieur George Gervin dont on parlait, la fameuse photo du Iceman, exactement. Et puis d'autres petites histoires, on s'est régalé avec toute la rédac, notamment la première fois qu'un ours se bat sur un terrain de basket avec Victor, comme on l'appelle. Voilà. Victor l'ours catcher. Du coup... on vous attend évidemment dans les commentaires. On va vous souhaiter une excellente semaine. N'hésitez pas comme d'hab à balancer vos suggestions d'enquête pour qu'on sache un petit peu quoi traiter. Et puis si je dis pas de bêtises, vu qu'on a été un peu old school, la semaine prochaine on reviendra avec du plus récent. Allez. Des bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous.